Si vous aimez le tennis sur YouTube, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun de mes futurs contenus. Daniil Medvedev menacé d'exclusion à Wimbledon car il est russe, mon éclairage exclusif sur les mystérieuses balles peines et le tennis tout en poésie de Rublev. C'est le programme trotskiste de votre nouveau digest d'Indian Wells et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec une nouvelle super importante qui vient de tomber, c'est tout frais, c'est tout chaud, les 4 grands chelems ont décidé de s'unir pour avoir une règle commune dans la manche décisive dans le 5e set. Il y aura donc un super tie-break à partir de Roland Garros 2022 dans la 5e manche. Donc avant on avait un melting pot de règles avec l'Open Australie, Roland Garros qui n'avait pas de tie-break dans la 5e manche, l'US Open je crois que c'est depuis 1975 qu'il y a un tie-break dans la manche décisive. Bref, il y avait quelque chose qui était un peu difficile à comprendre je pense pour le grand public. Là, enfin, ils ont décidé de s'unir et d'avoir une règle commune. Par contre, moi, je suis vraiment très triste d'observer que on arrive sur un tennis qui va essayer de se raccourcir au maximum. On met des tie-breaks à la fin de tous les sets. On perd aussi cette dimension épique, historique qu'on peut avoir sur certains matchs. Souvenez-vous, moi, j'ai découvert le tennis avec mes grands-parents, mes parents, dans ces dimanches qui semblent ne jamais pouvoir s'arrêter, avec des matchs à 10 partout, 12 partout, 14 partout. Roland Garros était devenu avec le temps le dernier grand chelem sans tie-break décisif dans la 5e manche. Il fallait breaker pour remporter un match dans la manche décisive d'un grand chelem. Vraiment, moi je suis attristé par ça, je trouve que c'est une dynamique qui n'est pas bonne. On s'adapte de plus en plus à une société volatile qui a du mal à garder son attention sur quelque chose de long, et le tennis c'est un sport de temps long, c'est un sport romanesque, d'épopée, et je trouve que c'est une règle qui fait perdre cet aspect-là de ce sport, et je pense que c'est quelque chose qui nous a tous profondément marqué dans notre expérience personnelle de ce sport. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle règle. Alors c'est bien qu'il y ait une uniformisation, par contre le fait que ce soit ça qui a été décidé, c'est d'une tristesse absolue. On enchaîne avec la deuxième info dans ce côté réseau. Daniil Medvedev menacé d'exclusion à Wimbledon, et oui c'est tombé hier, le numéro 1 mondial du tennis Daniil Medvedev pourrait se voir interdire de jouer à Wimbledon à moins qu'il ne fournisse des assurances entre guillemets qu'il ne soutient pas Poutine et qu'il n'agite pas le drapeau russe. Le ministre des Sports Nigel Huddleston dit qu'il est en discussion avec le All England Club sur les joueurs russes. Et ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est cette petite citation, vous allez le voir ici, de Huddleston qui dit je ne pense pas que les gens accepteraient que les athlètes arborent très clairement le drapeau russe, en particulier s'il y a un élément de soutien à Poutine et à son régime. En bleu ciel, nous examinons les mécanismes de la façon dont nous pourrions travailler là-dessus pour les particuliers. Donc ce qui demande à des joueurs russes, à des individus russes, c'est de se positionner clairement contre Poutine. Et ce qui sont pas au courant qu'il y a une politique de répression par rapport à la contestation en Russie. Vous pouvez aller en prison si vous contestez les actions du gouvernement, votre famille peut être persécutée. C'est dangereux en fait de demander à des joueurs de se positionner clairement contre Poutine. En plus, des joueurs comme Daniil, des joueurs comme Rublev, etc., ils ont déjà proposé des messages de paix. Alors c'est pas des messages qui sont orientés anti-politique russe, mais on a compris le message. Là il y a une certaine insistance. Après, que le débat existe, c'est tout à fait sain, c'est important de douter, c'est important de se poser des questions et de voir comment est-ce qu'on peut satisfaire toutes les parties. Par contre, on le voit aussi ici que le gouvernement britannique a en tête la réaction du public. Ils ont envie de faire quelque chose qui puisse satisfaire un peu tout le monde. On l'a vu également, les oligarques qui sont chassés au niveau de Londres, qui étaient un peu qualifiés de Londongrad à une certaine époque parce qu'il y avait beaucoup d'argent russe qui était injecté dans cette ville. Abramovich qui a dû quitter très rapidement Chelsea après les premières heures de l'invasion russe en Ukraine. Là, ce qu'on peut dire en tout cas très clairement, c'est que c'est pas une idée qui a été super bien réfléchie pour l'instant, je trouve. On peut chasser les entités, on peut chasser les fédérations, mais chasser des individus qui représentent en plus pas vraiment leur nationalité, ça me paraît un petit peu suspect. On enchaîne avec ma petite enquête sur les mystérieuses balles peines. J'espère vous apprendre quelques petites choses dans cette troisième partie du côté réseau. Alors ça a commencé par ce que j'ai vu entre Reilly Opelka et Denis Shapovalov, un service avec à son apex 2,30 m. Vous imaginez, après le rebond sur une surface dure, ça interroge. Et ma petite enquête m'a amené sur les raisons de ces rebonds extrêmement hauts. On l'a vu avec Alcaraz, on l'a vu avec Opelka aussi, même si Opelka, on se souvient à Rome l'année dernière, il nous faisait des services kickés de l'espace qui rebondissaient par-dessus la tête du mec au premier rang. Mais on a un problème avec ces balles peines depuis un certain temps maintenant. On a eu beaucoup de critiques, Murray, Federer, Nadal justement, je vais vous lire quelques extraits qui remontent à 2015. Avec une balle normale le jour et la nuit en vert, il y a des différences, mais avec cette balle, la façon dont les choses changent est complètement dramatique. En bleu ciel, pendant la journée en particulier, la balle est très dure, comme si vous frappiez une pierre, il n'y a aucune sensation. Il dit également, je vois pas mal de joueurs faire des fautes d'1 mètre ou de 2 mètres, ce n'est pas bon pour notre sport. Et Andy Murray qui déclarait à l'époque, je ne sais pas si ce sont simplement les balles, je pense que c'est probablement une combinaison de plusieurs
plusieurs choses. Vous savez, pour moi, les balles ne sont pas aussi vives quand je joue à 9h30 le matin ou le soir, elles ne sont pas aussi vives, mais pendant la journée, c'est ridicule à quelle hauteur elles rebondissent. En violet, il enchaîne, hein, elles traversent rapidement les airs et elles peuvent sortir du terrain assez facilement. Ils ont dit qu'ils avaient apporté quelques modifications aux balles, je ne sais pas à quel point ils ont fait une différence. C'est un débat qui existe depuis de nombreuses années maintenant. Il y avait Rafael Nadal aussi qui s'était exprimé par rapport au tournoi de Montréal en 2019. Il avait dit, les balles sont toujours le même problème. C'est une balle dure pour le coude et le poignet. À mon avis, c'est trop lourd. C'est le même problème depuis quelques années. Et ça peut expliquer en partie les résultats surprenants qu'on a connus cette édition et l'édition précédente. Et aussi le risque de blessure, le risque de se faire très mal aux articulations. Matthew Willis, le GOAT, qui nous explique, donc elles sont utilisées simplement à Indian Wells, Miami et Paris. Espérons que ces balles soient complètement parties à un moment donné, à moins qu'ils ne commencent à faire des balles décentes. Donc tout le monde s'accorde dans le microcosme tennistique à dire que ces balles peines sont une catastrophe. Dernière info dans ce côté réseau, les propos super intéressants de Jenson Brooksby que je mourrais d'envie de vous partager sur son super pouvoir qui est celui d'exploiter les faiblesses de ses adversaires. Écoutez ça, c'est super pertinent. Oui, je pense que je suis sous-estimé en bleu ciel, probablement pas par mes adversaires, mais parmi le public. Ils ont juste tendance à regarder davantage la technique, les qualités physiques et les choses comme ça. C'est vrai, quand on regarde des joueurs pour la première fois, on a souvent une impression immédiate. Par exemple, Rafael Nadal, la puissance, Novak Djokovic, la défense, Roger Federer, le côté aérien qui est magnifique à voir. Et un joueur comme Jenson Brooksby, c'est un petit peu comme Daniil Medvedev, c'est-à-dire que c'est un bon vin, il faut le goûter, il faut l'apprécier, il faut le regarder longtemps pour commencer à comprendre les qualités, etc. En violet, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui se démarque chez moi, ce qui fait que beaucoup de gens me sous-estiment. Cela vient de l'entraînement que je fais et des stratégies que je mets en œuvre ainsi que de mon travail. Je pense que je montre que je joue différemment. Chacun a son propre jeu, sa propre mentalité de travail. Le mien est différent, je pense avoir prouvé que je mérite d'être là où je suis, très clairement. Je dirais que mon super pouvoir est d'exploiter les faiblesses de mes adversaires. J'essaye également de m'assurer que mon jeu ne comporte pas de trous. Alors j'aime ce genre de propos parce que ça montre à quel point c'est un sport qui est génial, le tennis, parce qu'il y a beaucoup de façons différentes de le pratiquer. Vous avez des tennis qui sont évidents tout de suite, comme celui, je l'ai dit, de Roger Federer ou d'autres joueurs, et puis il y a des tennis qui sont un peu plus complexes. Il y a une nature dans ce jeu, je trouve, où vous pouvez exprimer votre talent de plein de façons différentes. Il y a plein de facettes différentes qui peuvent s'exprimer, et c'est pour ça que j'adore ce sport. On enchaîne avec le coin tactique et Andrei Rublev. Et ce qu'on va faire, ce que je vous propose là d'ici 2 minutes, ça va être de défaire quelques idées reçues à propos du joueur russe et de montrer que c'est pas simplement un bourrin, c'est un joueur qui a aussi différentes facettes dans son jeu, et notamment ici. Alors là on va le voir, donc vous voyez Tiafoe qui se replace vers le centre, c'est normal, et Rublev il est juste derrière la ligne, il va prendre la balle de demi-volée et il va clouer complètement le joueur américain avec un contre-pied. C'est ça qui est fort avec lui, c'est qu'on a un jeu de cadence, mais il est capable de varier les effets, varier les hauteurs, varier les intensités également dans ses coups. Ici encore une fois, il va attendre le bon moment, il va se jeter dans l'espace un peu fermé ici, dans le demi-replacement de Tiafoe qui sait pas trop se positionner, parce que là il y a quand même un grand espace donc il faut couvrir si jamais, et je trouve que Rublev il a cette qualité là de bien lire, de bien anticiper les moments où il faut accélérer, où il faut mettre une praline, et puis sa cadence, il y a quelque chose d'asphyxiant, c'est-à-dire que vous pouvez pas vraiment vous organiser. Si vous essayez de le jouer sur la ligne, il va falloir assurer parce que les balles vont revenir extrêmement vite, donc ça c'est vraiment très fort de son côté. Donc on l'a dit, c'est un jeu asphyxiant, c'est un jeu qui est souvent collé à la ligne de fond, c'est pas un limeur Rublev, c'est pas quelqu'un qui, même s'il joue 9, 10, 11 frappes consécutivement, il va avoir toujours à l'esprit d'être agressif, d'acculer son adversaire, et là carrément une montée à contre-temps, j'ai halluciné. Bon, peut-être il était tard aussi, il était 4h du mat ou quelque chose comme ça, et il va monter ici, il va terminer au filet. Malheureusement c'est un volume qui est pas assez élevé, notamment sur ce match, il est à 4/6 simplement, faudrait pouvoir monter davantage parce que il peut monter, parce qu'en fait il crée tellement de différence avec ses accélérations en coup droit ou en revers que il devrait pouvoir les exploiter, donc ça clairement c'est un axe de progression pour lui, c'est important. Un autre élément qui m'a intéressé dans cette rencontre de la nuit dernière, ça a été son pourcentage de points remportés sur le service adverse. On est à 64%, ici on était à 67%, c'était à la moitié de la deuxième manche, et surtout vous voyez les zones qu'il arrive à toucher, on est à 93% juste derrière ou bien après le carré de service. C'est simplement une balle qui a été renvoyée dans le carré de service sur la deuxième balle adverse, et ça ce que je trouve intéressant c'est qu'on voit les meilleurs joueurs, les top players, ils ont cette faculté, cette capacité à renvoyer les retours, et notamment en deuxième balle, ici c'est super important. Les Novak, les Rafa dans un bon jour, les Daniil également, il faut aller toucher systématiquement ce rectangle magique bleu ciel sur votre retour de service, et notamment en deuxième balle, pour pouvoir ensuite reprendre le contrôle tout de suite dès votre deuxième coup de raquette en tant que receveur. Et pour Rublev, je trouve que il a tendance, même s'il a remporté les 2/3 des points sur la deuxième balle adverse, il a tendance à engager les points, c'est-à-dire qu'il va pas faire une différence tout de suite sur 1 ou 2 coups de raquette, il va falloir qu'il travaille 5, 6, 7 fois avant de réussir à faire le point, et ça c'est vraiment ce qui fait la différence entre les tout meilleurs
ceux qui remportent les Master 1000, les Grands Chelems, et puis Rublev qui est top 10 depuis 1 an et demi maintenant, qui a en plus un super tableau dans la partie basse à Indian Wells. Il peut clairement aller se glisser en finale dans cette partie, mais il lui manque encore un peu ce truc, cette constance dans la longueur, et globalement tout son jeu offensif, c'est-à-dire davantage monter, davantage exploiter les différences qu'il arrive à faire derrière ses accélérations mutanesques, améliorer sa deuxième balle aussi, pour avoir davantage de contrôle sur les échanges et les finir plus rapidement. Bref, il y a à la marge encore quelques améliorations effectuées dans son jeu, mais il subsiste quand même un doute avec Andrei Rublev, déjà son plafond technique, mental, et aussi sa collaboration avec Fernando Vicente, qui n'était pas forcément un joueur super complexe. On termine avec la reco du jour et un programme Ségolène Royal cette nuit, tous les 8e de finale chez les hommes. Putain, pourquoi Ségolène Royal? Bref, on a des matchs, les amis, Nadal Opelka, mamma mia, le Sinner Kyrgios, j'en meurs d'envie, et puis cette nuit très tard, malheureusement, 2h du mat, le Monfils Alcaraz, allez la monf, mais ça va être très dur contre la pépite espagnole. On se retrouve demain pour un nouveau digest, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, je vous embrasse.